Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit un nouvel invité dans The Big Shift, c'est Michael Roguet. Salut Michael. Salut. Je te dis bonjour, mais on a déjeuné ensemble juste avant. On a un peu raconté nos vies déjà, mais on va le refaire pour les auditeurs. Donc tu es à la direction de la transition écologique et énergétique chez Boulanger. On a eu un certain nombre d'épisodes un peu pédagogiques dans The Big Shift autour de beaucoup de thématiques différentes. Et aujourd'hui, voilà, on voulait partir un peu sur un format un peu action. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises qui bougent vraiment. Et du coup, écoute, je te laisse te présenter, me dire un peu quel était ton déclic, qu'est-ce que tu as fait avant de travailler chez Boulanger et ce que tu fais aujourd'hui chez eux. Bonjour Xavier, et merci pour l'invitation dans ton podcast. C'est un plaisir de passer ce moment avec toi. Donc moi, je m'appelle Michael Roguet, j'ai 39 ans, je suis marié, je suis papa de 3 enfants, de 5, 8 et bientôt 10 ans. Moi, je suis ingénieur de formation dans l'électronique et l'informatique. Et après mes études, je suis parti dans le monde de la transition digitale des entreprises. Et j'ai passé 15 ans dans différentes entreprises spécialisées. Pour les citer, Atos, Capgemini et Salesforce. Et au bout de ces 15 années, j'ai effectivement eu un déclic et une volonté de changer de combat pour passer sur les enjeux de transformation écologique des entreprises. À titre personnel, ça fait quelques années que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie avec ma femme et ma famille sur ces enjeux de transition écologique, en faisant des transitions sur de nombreux pans, financiers, énergétiques, alimentaires, biens de consommation. Et des exemples Et des exemples, oui. On ne mange quasi plus de viande. On ne prend plus l'avion. Je te citais tout à l'heure, lors de notre déjeuner, les jouets des enfants à Noël, c'est quasi que des jouets d'occasion. Sur la finance, moi, j'ai quasi plus rien dans les banques traditionnelles. C'est-à-dire que j'ai voulu positionner mon argent aussi sur des positionnements à impact pour que mon argent serve à des projets à visée de transition écologique. Et donc, au bout de ce chemin-là, l'étape d'après, plus j'avançais, plus je me suis dit, l'étape d'après, c'est aussi que je m'engage et j'utilise mon énergie professionnelle aussi sur les enjeux de transition écologique. Et c'est ainsi que j'ai rejoint Boulanger pour m'occuper de ces enjeux-là. Ok, super intéressant. Alors, ton titre chez Boulanger, c'est Leader Planète ou Planète Leader, je sais plus. C'est Leader Planète, tout à fait. Ouais. Leader Planète. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est pas juste directeur de la transformation écologique c'est quoi le truc derrière ça? Ouais, ce qu'on a voulu marquer à travers ça, donc effectivement, je suis arrivé pour monter une nouvelle équipe qui s'appelle l'équipe Planète, rattachée au comité de direction. Et ce qu'on a voulu à travers ce nom de l'équipe Planète, c'est montrer qu'on crée une direction non pas seulement pour traiter de la transformation écologique de l'exploitation de Boulanger, parce que souvent quand on a des équipes qui s'occupent d'enjeux environnementaux, c'est surtout ce chapeau qui est traité, qui est un sujet important à traiter. Comment est-ce qu'on décarbone nos livraisons, comment on réduit la consommation énergétique du bâtiment. Mais il y a aussi tout un pan qui est très important à traiter, qui est toute la partie liée au business de l'entreprise. Et donc, l'équipe que je dirige a aussi pour vocation de travailler sur la transformation écologique de notre business, de nos modèles d'affaires. Comment est-ce qu'on transforme notre modèle classique, historique, de vente de produits de première vie? Comment est-ce qu'on fait pour que les produits soient plus réparables, durables, fabriqués localement, etc. Et aussi tout un pan sur comment est-ce qu'aussi on accélère sur toute l'approche servicielle et circulaire au travers de la seconde vie, notamment de la location, qui sont 2 filiales qui existaient à mon arrivée chez Boulanger,
qui ont rejoint l'équipe Planète et dont on a vocation à faire accélérer dans les prochaines années. Ok, on reviendra juste après sur la partie durabilité et sur la partie servicielle. Avant ça, donc Leader Planète, tu dis que vous êtes rattaché à la direction, au comité de direction. Je trouve ça super intéressant parce que quand on parle d'une direction environnementale, la plupart du temps, on la rattache ou alors à une direction juridique, et dans ce cas-là, on sait que c'est par peur des risques. On la rapporte à une direction com, et là, on sait que la plupart du temps, c'est tendance greenwashing. On la rapproche à une direction ressources humaines, et à ce moment-là, on sait que c'est plutôt autour de la RSE sociale, mais moins environnementale que ça joue. Comment est-ce que du coup, ça s'intègre directement au comité de direction ? Quel est en gros le pouvoir décisionnel de cette instance par rapport à une direction environnementale habituelle dans un grand groupe? Ouais, donc la volonté à mon arrivée, c'était vraiment de positionner cette direction Planète rattachée au comité de direction. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais du coup, c'est une création de direction. Tout à fait, ouais. Et du coup, de séparer le S du E. Et ils sont vraiment séparés chez nous pour être traités dans leur entièreté et avec autant d'impact. Le S avec tous les aspects donc sociétaux, aussi diversité et inclusion, également les travaux de notre fondation, est rattaché à la direction des ressources humaines. Et on a effectivement créé une entité qui est l'entité Planète pour traiter les enjeux environnementaux directement rattachés au comité de direction pour avoir de un, une capacité de décision et d'action forte et rapide, et de deux, d'avoir un impact transversal dans l'entreprise pour toucher tous les métiers. Et on va en parler après, parce que la transition écologique de l'entreprise, elle doit, et comme l'est la transformation digitale, adresser et transformer l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ok, alors si on slide un peu directement dans les actions de boulanger, qu'est-ce qui vous différencie sur cette partie environnementale? Quels sont en gros peut-être les deux plus gros points d'impact de ta direction de transformation sur les activités de boulanger? Ouais, je vais pas en citer deux, mais en citer trois, si tu me le permets. Parce que c'est comme ça qu'on a structuré la stratégie Planète chez Boulanger. Le premier qui est comment Boulanger est un acteur de la transition écologique de son exploitation, comment on décarbone notre exploitation, qui est là comment est-ce qu'on travaille pour réduire la consommation énergétique de nos bâtiments, réduire la consommation énergétique de nos transports. Le deuxième pilier qui est de rendre chaque jour notre offre plus responsable et plus durable, avec tous les enjeux d'éco-conception, aussi d'éco-sélection de produits, de sélectionner et vendre des produits fabriqués plus localement, potentiellement aussi des produits reconditionnés. Et le troisième pilier qui est de devenir un acteur majeur dans l'allongement de la durée de vie des produits de nos clients et des usages, avec tous les enjeux d'entretien, de réparation, de rachat pour les produits de seconde vie, de recyclage et aussi de location. D'accord. Alors, on va plonger peut-être un peu plus précisément dans chacun des trois. Donc, le premier, c'était... rappelle-moi. C'est la décarbonation de notre exploitation. Ok. Donc là, quels sont en gros les principaux points d'action pour réussir à décarboner une production, sachant que vous êtes distributeur la plupart du temps, vous n'êtes pas fabricant. Tout à fait. Donc là, on attaque vraiment la partie distribution. Il faut savoir qu'il y a... on n'en parle pas encore de trop, mais il y a des obligations réglementaires qui sont en train d'arriver, notamment à travers le décret tertiaire qui va arriver là en septembre 2022, qui va obliger toutes les entreprises du tertiaire à réduire leur consommation énergétique de 40% d'ici 2030. Et D'accord. Nous, avant l'arrivée de ce décret, et c'est quelque chose qu'on a acté, on s'est engagé l'année dernière, c'est de réduire de 50% notre empreinte carbone liée à notre exploitation d'ici 2030. Et les différents leviers d'action, c'est de réduire la consommation énergétique de nos sites, de nos magasins, entrepôts, etc.
et aussi de décarboner le transport. Et donc, pour donner des exemples concrets, sur la consommation énergétique des bâtiments, on est en train de mettre des solutions de pilotage énergétique pour monitorer au mieux la consommation énergétique de nos bâtiments et d'identifier les potentielles dérives ou consommations non désirées, comme des lumières qui seraient restées allumées la nuit, du chauffage qui serait pas à la bonne température, etc. Et un autre exemple, par exemple, sur le transport, donc, et pour montrer aussi des exemples concrets, on s'est engagé dès l'année dernière à réduire notre empreinte carbone liée au transport pour atteindre moins 15% d'ici 2 ou 3 ans. Et là, en s'engageant avec un organisme qui s'appelle Fret 21, qui est un sous-organisme de l'ADEME. Et là, on a eu les résultats de l'année 2021 et on a réussi à réduire en un an de 13% cette empreinte liée au transport. Et les différentes actions pour faire ça, c'est notamment le multimodal, quand on peut transporter des produits par rail ou par barge, on le fait, on accélère là-dessus, augmenter le chargement des camions et aussi utiliser des carburants alternatifs comme le biogaz ou l'électrique quand c'est possible. Alors, pour faire ces trucs-là, comment est-ce que vous arrivez à faire les calculs de ces analyses de cycle de vie? Qui vous accompagne là-dessus? Est-ce que vous les faites vous-même? Quand tu dis on arrive à diminuer de 13% sur un an, d'où viennent les chiffres en fait? Est-ce que c'est du boulanger? Est-ce que vous êtes accompagné par des cabinets là-dessus? Oui, on est accompagné. On a eu un cabinet qui nous a accompagnés sur toute la mesure de notre empreinte carbone et l'écriture de notre trajectoire de réduction. Et après, spécifiquement, axe par axe, on va travailler avec soit de la méthodologie interne, soit des organismes externes pour écrire le plan et s'assurer qu'il va dans le bon sens et effectuer les bonnes méthodes de calcul. Quand je te parle des 13% de réduction liée au transport, c'est Fret 21, justement, qui est un organisme qui est utilisé par beaucoup d'acteurs et pas que dans la distribution, qui dépend de l'ADEME, qui nous certifie, qui eux-mêmes ont fait les calculs, qui ont certifié effectivement de l'atteinte de ces résultats. Ok. Le deuxième pan, du coup, c'est toute la partie fournisseur. On reviendra d'ailleurs parce que vous avez une marketplace, mais du coup qui va considérablement augmenter le nombre de vos fournisseurs, j'imagine. Tu dis que vous faites très attention à la sélection, à la construction, à l'éco-conception des produits. Comment est-ce que ça s'articule? Est-ce que du coup vous faites des bans de certains produits sur votre plateforme? Ouais, là-dessus, donc il y a plusieurs choses. Déjà, on a un levier d'action fort, à savoir sur nos produits en marque propre, qui représente une partie de notre chiffre d'affaires. Et là, on mène des grosses actions d'éco-packaging et d'éco-conception de nos produits. On a aussi des enjeux qu'on appelle nous d'éco-sélection sur les produits de marques internationales, des grandes marques. Comment on fait pour les sélectionner et sélectionner des produits qui soient responsables, durables, et aussi de mettre en avant et de sélectionner de nouveaux acteurs, de nouvelles marques qui sont prêtes à s'engager pour avoir des produits, proposer des produits plus vertueux pour la planète. Et donc, pour donner des exemples, sur l'éco-conception, par exemple, de nos produits en marque propre. L'année dernière, donc en 2021, on a repensé complètement un de nos produits phares qui s'appelle le Multiplug. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un petit appareil à raclette 2 personnes et tu peux le mettre en série avec un deuxième, etc. pour faire comme ça sur ton chemin de table. Okay. Voilà. Et puis tu prends du coup, si t'es 4 personnes, t'as juste besoin de 2 et puis tu peux augmenter comme ça. D'ailleurs, au passage, t'as pas besoin d'en acheter 8, sinon tu peux en acheter que 2, et puis en louer 2 dans nos magasins en courte durée, si t'as besoin, si t'as des invités, parce que t'as pas besoin forcément d'acheter 4 appareils. C'était une aparté. Et donc ce produit-là, donc on l'a pris, et on l'a entièrement repensé, éco-conçu, et on a réussi à réduire de 20% sa consommation énergétique et de 20% l'utilisation de matière de cet appareil. Donc la nouvelle version qui est sortie en 2021, a été complètement repensé par rapport à la précédente version. Sur les produits des marques internationales, on n'en est pas encore à bannir des produits qui seraient d'un mauvais indice de réparabilité ou un mauvais indice énergétique. On est plutôt
dans la récompense des acteurs qui sont prêts à fournir des produits plus réparables ou plus durables, en mettant en avant, par exemple, les lave-linges qui sont en label A ou B en classe énergétique ou avec un bon indice de réparabilité. Mettant en avant sur notre site boulanger.com ou en magasin, effectivement, en montrant en avant que ce sont les produits les plus vertueux. Et puis, sur notre volonté d'accompagner de nouvelles marques, de nouveaux produits qui se lancent. Par exemple, l'année dernière, on a lancé en exclusivité Bob le lave-vaisselle. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un petit lave-vaisselle pour fabriquer entièrement en France, dont les fondateurs ont vraiment mis à cœur à avoir un produit 100% fabriqué en France. Et là, nous, c'est le genre de produit où effectivement, on a envie d'accompagner ces entreprises qui sont pour nous des acteurs du changement. Ok, alors on reviendra à toute cette partie-là d'ailleurs sur la partie éco-conception, etc. Mais du coup, le troisième point pour terminer là-dessus, c'est donc la durabilité des produits qui sont sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, alors là, au-delà de la durabilité des produits, c'est aussi, une fois qu'on a vendu les produits à nos clients, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner dans l'allongement de la durée de vie de leurs produits ? Et d'ailleurs, je dis que c'est à destination de nos clients, mais pas forcément, et tu vas voir dans les exemples que c'est vraiment à destination de tous les Français. Et donc là-dessus, c'est vrai que tout ce qui tourne là-dessus autour de l'économie circulaire, dans les années à venir, on était plutôt sur, une fois qu'on a vendu le produit, comment est-ce qu'on fait pour proposer des solutions de recyclage ? Mais nous, on est vraiment en train de travailler pour, en amont du recyclage, proposer les solutions pour allonger la durée de vie des produits. Pour donner quelques chiffres, en France, sur une année, il y a à peu près 1,5 million de tonnes de déchets électriques et électroniques qui sont générés. Donc nous, notre responsabilité, et notre volonté, c'est de réduire ce nombre de déchets électroniques. Et donc, une première chose à faire, que nous faisons, c'est déjà de bien accompagner les clients qui viennent en magasin dans le choix du bon produit. C'est bête à dire, mais effectivement, si tu viens en magasin et que tu achètes le bon lave-vaisselle avec la bonne quantité, enfin le bon dimensionnement pour ton besoin à un instant donné, avec la bonne consommation, etc., c'est sûr que c'est un produit que tu vas pouvoir utiliser plus longtemps. Deuxième chose, c'est comment est-ce que tu fais pour bien entretenir ce lave-vaisselle ? On a à peu près 50% des produits qui arrivent dans nos centres de réparation à cause d'une panne sont dus à un défaut d'entretien. Donc on a une vraie responsabilité et volonté d'accompagner nos clients dans le bon entretien de leurs produits. Et d'ailleurs, nous allons lancer le 15 avril un portail dédié sur ces enjeux d'accompagnement de nos clients dans le bon usage et le bon entretien de leurs produits, en leur donnant les bons gestes avec les bonnes périodicités de gestes d'entretien. Sur les produits de votre marque ou du multimarque ? Sur l'ensemble ce sera multimarque. Ce sera vraiment à destination, encore une fois, comme je l'ai dit, de nos clients, mais aussi de tous les Français qui cherchent les gestes pour bien entretenir un appareil. Ensuite, on a les enjeux de réparation. Donc, une fois que le produit ne marche plus, comment est-ce qu'on accompagne les clients dans la réparation ? Et là-dessus, historiquement, on a toujours eu des ateliers en magasin. Chacun de nos magasins ont un atelier de réparation qui permet de réparer des produits, qu'ils soient sous garantie ou hors garantie. Et aussi, depuis l'année dernière, on propose aussi des solutions d'auto-réparation, où depuis le site Boulanger, tu peux accéder à un outil d'autodiagnostic, de tutoriels de réparation, et également d'achat de pièces de rechange pour pouvoir réparer par toi-même. De manière à pouvoir du coup proposer de la réparation, oui, à des gens qui n'ont envie de réparer par eux-mêmes ou des gens qui ont envie qu'on le fasse pour eux. Et après, on a tous les enjeux de rachat de produits. Une fois que tu ne veux plus de ton produit, comment est-ce que tu fais pour le revendre ? Et là, on rachète en magasin. Les solutions de recyclage, on en a parlé, donc voilà, c'est... Une fois que le produit vraiment arrivé à la fin de vie, comment est-ce qu'on fait pour bien le recycler ? Et tous nos magasins et nos solutions de livraison sont des solutions de déposer un produit qui ne marche plus, où on va le recycler. Et enfin, en modèle alternatif, on propose les solutions de location, qui là permet à un client d'accéder à l'usage d'un produit plutôt qu'à la possession. Et là, on se rend compte que ces besoins sont
sont de plus en plus nombreux. On a plein de clients qui veulent juste avoir l'usage d'un produit et pas le posséder. Et en plus, ça répond à des besoins notamment provisoires et évolutifs de nombreuses personnes. Ok. Une question que je me pose du coup quand tu parles de réparabilité, c'est presque contraire en fait aux intérêts d'un groupe de distribution de produits qui a quand même tendance à vouloir faire du profit et donc du volume. Comment est-ce qu'on fait pour aligner des intérêts de produits réparables sur une plateforme et en même temps d'intérêts financiers pour votre groupe, parce qu'il doit y avoir un vrai enjeu là-dessus? En fait, tout l'enjeu, c'est de satisfaire le client et d'avoir des clients fidèles. Boulanger, on se dit être une marque utile de sens et de lien. Donc, bien évidemment, on doit accompagner les Français à choisir les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. Et en même temps, on doit les accompagner à allonger la durée de vie de leurs produits. Et ça développe l'approche servicielle de Boulanger qu'on souhaite absolument développer. C'est-à-dire que on veut absolument que on soit considéré comme une enseigne qui, oui, distribue les produits, les bons produits, mais aussi une enseigne qui accompagne dans toute l'approche servicielle et l'allongement de la durée de vie du produit. Qui est aussi une approche économique pour nous, parce qu'effectivement, quand on aide des clients à réparer, qu'on répare leurs produits, ou qu'on leur rachète, ou qu'on leur loue, ça développe le business de Boulanger. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un vrai travail autour de donc tu dis l'allongement de la durée de vie des produits. Est-ce qu'il y a un travail autour de l'obsolescence programmée, ou parce que fondamentalement c'est aussi dans votre intérêt de récupérer des produits qui ne fonctionnent pas, qui sont plus sous garantie, pour pouvoir proposer un service de réparation. Est-ce que du coup il y a des alignements d'intérêts là-dessus aussi, ou est-ce que c'est plus compliqué à voir? Non, nous on n'a pas d'enjeu à ce que on vende des produits qui vont revenir en magasin. Nous, le but, c'est que les clients partent avec le bon produit et puissent le faire durer le plus longtemps possible. Donc on a à la fois un enjeu de vendre les produits les plus réparables, durables, qui vont aussi consommer le moins d'énergie possible, etc. Et de les accompagner dans l'allongement de la durée de vie de leurs produits. Ok. J'avais vu un truc intéressant là-dessus sur votre plateforme. Je me suis un peu baladé du coup sur la plateforme de Boulanger avant l'entretien. Il y a un truc que j'avais jamais vu avant, c'était la possibilité du coup de choisir au moment où je regarde, par exemple, je regardais des ordinateurs, on pouvait regarder en fonction de l'indice de réparabilité plutôt qu'en fonction de prix croissant, prix décroissant, populaire, pas populaire. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, ou ou la Fnac, Darty pourrait le faire aussi? Non, là-dessus, et merci de l'avoir noté, parce que c'est un gros travail qui a été fait par les équipes l'année dernière. Ok. C'est effectivement de mettre dans ces filtres de recherche l'ensemble des filtres de recherche planète, on va dire, permettant à un consommateur de pouvoir faire des recherches vis-à-vis de critères écologiques. Notamment, donc, tu as l'indice de réparabilité, mais tu as également le label énergie. Tu as le pays de fabrication, maintenant aussi accessible. Et tu as aussi ce que le produit, je peux le trouver en reconditionné ou en location. Et en fait, techniquement, c'est pas compliqué. Par contre, c'est un choix de l'enseigne de l'afficher, parce qu'il y a tellement de critères qu'on pourrait mettre en avant dans les fils de recherche pour d'abord mettre en avant des critères commerciaux et potentiellement des critères de mise en avant de marque, que oui, c'est un choix de l'entreprise de les mettre fortement en avant et de pousser à une consommation plus responsable. Ok. Pour sortir un peu de la partie produit, pour éviter de perdre un peu nos auditeurs, j'aimerais revenir sur la partie embarquement d'un mastodonte, d'une boîte de cette taille-là, vers des enjeux écologiques. Comment est-ce qu'on fait, sachant qu'en plus tu es parti de zéro, donc tu as été recruté il y a un peu plus d'1 an pour créer cette direction de la transition écologique. Comment est-ce qu'on fait pour imprimer cette marque sur tout le groupe, pour lancer une nouvelle direction? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà en cours de route avant ton arrivée, ou est-ce qu'il a fallu tout monter? Déjà, en fait, et ça a été aussi une des bonnes surprises à mon arrivée, c'est que
ce bon sens écologique, j'allais dire, faisait déjà partie de l'ADN de Boulanger et des collaborateurs. Si on revient 65 ans en arrière, en fait, Boulanger a été créé par les frères Boulanger, un commerçant et un ingénieur, et en fait, toute leur activité s'est montée autour de la vente et la réparation de radios. Et d'ailleurs, ils faisaient tout ça en vélo dans les centres-villes. Et donc, tu vois que dès la base, dès l'approche, c'était, moi j'appelle ça du bon sens écologique, parce qu'à l'époque, ils faisaient pas forcément ça pour des raisons écologiques, mais c'était du bon sens de dire je vends des appareils radio et j'aide les clients à réparer pour faire durer leurs produits. Et donc moi, à mon arrivée, en fait, j'ai entre guillemets pas eu besoin de faire beaucoup de choses pour embarquer les équipes, à savoir que il y avait une vraie volonté de bouger des collaborateurs. Certains s'étaient déjà mis en action, d'autres y allaient de façon plus modérée parce que Boulanger n'avait pas encore affiché sa vraie conviction et sa vraie volonté d'avancer sur les sujets. Et rien que le fait de poser une direction planète rattachée au comité de direction, ça a libéré beaucoup d'énergie. Plus moi, le fait que je pose une stratégie, et des vraies ambitions à court et moyen terme sur le sujet, ça a permis d'embarquer assez rapidement les collaborateurs. Après, il y a toujours tout un enjeu de comment est-ce que j'embarque vraiment tout le monde, comment je les sensibilise aux vrais enjeux écologiques, comment j'aide chaque métier à transformer profondément sur les aspects environnementaux. Que là, on a vraiment attaqué et qu'on pousse fort. Mais globalement, il y avait déjà une énergie très forte qui avait envie de se mobiliser sur le sujet. Ok. Et du coup, tu parlais des objectifs court-moyen terme. C'était quoi? Et ensuite, tu me dis comment est-ce que je les embarque concrètement? Bah, du coup, est-ce qu'il y a des exemples de comment est-ce qu'on embarque une équipe sur ces sujets? Ouais. Donc, les objectifs qu'on a écrits, c'est de réduire notre empreinte environnementale de 50% d'ici 2030 et de contribuer à la neutralité carbone en 2050. Ça paraît des objectifs. On dit contribuer à une neutralité carbone parce qu'évidemment, ça n'a pas de sens de le dire au niveau d'une entreprise. Forcément, ça se fait à un niveau systémique, à un niveau mondial, un minima à niveau d'un pays. Mais ça, on ne peut pas dire qu'une entreprise atteint une neutralité carbone, ça n'a pas de sens. Et donc ça paraît loin potentiellement 2030. Par contre, voilà, et comme je disais quelques chiffres tout à l'heure, on a déjà un premier point de passage. On se dit que d'ici 3 ans, on doit réduire de 15% notre empreinte carbone. Et il y a beaucoup de points où on est déjà bien en route, notamment les chiffres que je t'ai donnés sur le transport tout à l'heure. Ok. Et en termes d'exemple d'embarquement d'une équipe? Oui, et donc en termes d'exemple d'embarquement des équipes, c'est sur le deuxième pilier sur la transformation de notre offre pour sélectionner des produits plus responsables et plus durables. Eh bien, ça passe par de la pédagogie sur les leaders produits. Comment est-ce que on leur apprend bien qu'est-ce que c'est les enjeux et les impacts écologiques d'un produit. Voilà, un ordinateur portable, bien expliqué, et on s'en rend même pas tous compte. C'est que dans un ordinateur portable, ça fait 2 kilos de produits finis, mais ça a nécessité la mobilisation de 2 tonnes de matière, d'aller chercher une trentaine de métaux un peu partout dans le monde, de bouler 250 kilos de pétrole, d'utiliser 1,5 tonne d'eau, et de générer beaucoup de déchets cachés pour un produit final qui fait 2 kilos. Donc rien que ça, déjà donc tu as tout l'enjeu de pédagogie, de prise en compte. Notamment, on a aussi déployé la fresque du climat dans l'entreprise pour vraiment prendre en compte bien les enjeux de transition écologique. Et puis après, il y a toute la mise en mouvement sur comment est-ce que maintenant je fais pour éco-sélectionner mon produit, sélectionner des produits plus locaux, qui est là plus de la formation, de la transformation métier. Donc, tu as vraiment un sujet d'acculturation et un sujet de transformation métier. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour résister dans un grand groupe comme ça? On en voit énormément, des grands groupes qui, en le faisant exprès ou sans le faire exprès, font preuve de greenwashing sur des sujets d'environnement. Comment est-ce qu'on fait pour réussir du coup à prouver le bien fondé des actions qu'on entreprend et d'ailleurs comment est-ce qu'on fait à ces niveaux pour être certain qu'on est bien dans le bon sens de la démarche? Donc il y a déjà toute l'explication du sens, la pédagogie dont on a parlé, et après ça passe aussi par de la mesure.
Quand on met en place ça, on met en place des indicateurs de pilotage où effectivement on se fixe des objectifs chaque année on doit augmenter notre pourcentage d'offres responsables et durables, on doit augmenter notre pourcentage de réparation réalisées et on écrit des objectifs, on suit ces objectifs et puis parfois on a des bonnes surprises comme je t'ai dit sur le transport où on est au-delà de nos objectifs, des fois on est un petit peu moins donc on redresse la barre, mais ce qui est super important c'est de mettre les équipes en action et puis après de suivre les résultats réalisés. Ok. Tu me parlais au tout début, donc là on est un peu dans la même veine, mais sur la motivation des équipes, mais je voulais parler un peu de la transversalité du projet transition écologique. Tu dis que tu discutes du coup un peu avec toutes les directions. Comment ça se manifeste ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'il y a besoin de les faire communiquer entre eux ? Comment est-ce que, quel est le pouvoir de ta direction qui est pas du tout une direction axée production sur la vision de l'entreprise et sur le quotidien. Ouais. Le rôle de la direction planète, c'est de fournir la bonne acculturation et le bon accompagnement aux différentes équipes. Maintenant, c'est pas la direction planète qui opère la transformation. Et comme j'ai dit au début, moi je viens des enjeux de transformation digitale. C'est le même sujet, c'est-à-dire que pour opérer une bonne transformation digitale dans l'entreprise, c'est pas l'adage d'une personne ou d'une équipe, c'est l'adage de toute l'entreprise. Toute l'entreprise doit se transformer. Et donc sur les enjeux de transformation écologique, c'est la même chose, c'est-à-dire que je reprends l'exemple du transport, la personne qui a opéré la réduction de l'impact environnemental de notre fret, c'est la personne qui est dans la direction de la supply chez nous, qui s'occupe du transport, qui a opéré le plan de transformation écologique de son activité. Donc nous, on est là pour guider, accompagner, donner la stratégie, donner les bonnes pratiques, et après l'opération, elle se fait par les personnes. D'où l'importance, et je rejoins ton point tout à l'heure, de s'assurer qu'on a bien embarqué les équipes et qu'on a bien les bonnes personnes dans chaque direction qui a compris les enjeux et qui est prêt à se mobiliser. Ok. J'aimerais qu'on résume peut-être un peu notre échange. Et d'ailleurs, avant ça, dans un petit point supplémentaire, parce que je vois beaucoup de plateformes de distribution, pour pas les citer, on a Fnac, Darty, Mano, qui deviennent des plateformes complètement généralistes où on trouve de tout et forcément sans avoir la possibilité de vérifier la provenance, on a l'impression que tout est juste à côté de chez nous alors qu'en fait les plateformes peuvent facilement référencer tous les produits qui existent. Est-ce que c'est le futur des grandes distributions ? Parce que j'ai l'impression que du coup vous allez un peu à contre-courant de tout ça, mais vous n'êtes pas nombreux à le faire. Est-ce que du coup vous n'êtes pas en train de... j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc où vous allez référencer moins de produits, vous allez perdre en taille et du coup perdre en chiffres liés à ces faibles ventes par rapport à des acteurs qui vont plutôt se mondialiser dans la proposition de leurs produits. Comment est-ce qu'on gère ça ? Ouais, c'est vrai que nous on a une stratégie sur un marketplace qui est un peu différente d'autres acteurs. Qui utilisent leur marketplace pour étendre leur périmètre d'activité. Et tu citais effectivement ces grands acteurs qui, du jour au lendemain, sont venus à vendre par exemple des matelas alors que c'était pas leur cœur d'activité. Nous, on a fait le choix différent de se dire que notre place de marché devait est une extension de notre cœur de métier, qui est la vente de produits électroniques et électroménagers, et non pas de s'attaquer à un autre métier. Parce on a la conviction en tout cas que on a un vrai rôle à jouer, encore plus fort sur notre métier, et que c'est en s'appuyant, en référençant d'autres acteurs liés à notre métier qu'on deviendra encore plus fort et plus utile aux Français, et qu'on n'a pas à se disperser. On a encore plein de choses à faire sur toute l'approche servicielle liée à notre métier, et que
on n'a pas d'intérêt à se disperser dans des familles de produits dont on n'est pas spécialiste. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil? Je sais que toi, tu as beaucoup changé ta vie perso, tu as changé de métier. Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs sur ça, ou même sur comment est-ce qu'on modifie la vision d'une entreprise sur ces thématiques pour essayer d'embarquer un groupe de plus de 5000 personnes, c'est ça? Oui, plus de 10 000. Plus de 10 000. Alors, il y a 2 questions du coup. Il y a sur le point de vue perso, moi je dirais que j'encourage tout le monde à bien se reposer sur les questions sur de quoi est-ce que j'ai besoin dans ma vie quand je veux acheter un nouveau produit. Est-ce que celui que j'ai actuellement il ne me satisfait pas? Est-ce que je peux pas l'entretenir, le réparer, et si je peux pas, d'ailleurs, comment je fais pour le revendre avant d'en acheter un autre? Et quand j'en rachète un autre, est-ce que je peux pas trouver un produit d'occasion, ou est-ce que je peux pas l'emprunter à quelqu'un? Et sur la partie pure transformation écologique des entreprises, moi le conseil que je donnerais, c'est peu importe qu'il y ait une direction de la transformation écologique ou non dans l'entreprise, chacun peut à son niveau opérer une transition, et qu'il y a toujours une possibilité de faire son métier un peu différemment que la façon dont on le fait. Mais que si chacun dans son métier fait une transformation qui va dans le bon sens de la transition écologique globale que toutes les entreprises vont faire, ça va permettre d'embarquer toute l'entreprise dans sa globalité. Ça plus une fresque du climat. Ça plus une fresque du climat, tout à fait. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Michael, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.